La première présentation s'intitule Prévention et gestion de la COVID-19 dans le réseau des services de garde montréalais, impact sur le fonctionnement du réseau et réflexion post-pandémie. Elle est réalisée par Isabelle Lorrain et Béatrice Latoni l'accompagne. Donc, Isabelle Lorrain est chercheuse d'établissement à la direction régionale de la santé publique de Montréal dans le service périnatalité et petite enfance. Elle détient un doctorat en psychologie. Elle est aussi chercheuse dans l'équipe qualité des contextes éducatifs de la petite enfance et elle s'intéresse notamment aux liens entre le parcours préscolaire des enfants et leur développement à la maternelle. Béatrice Iatoni est répondante régionale pour le programme montréalais Intervention éducative précoce dans les services périnatalité et petite enfance de la Direction régionale de la santé publique de Montréal. Orthophoniste de formation, elle a œuvré dans la petite enfance auprès de tout petits et leurs familles dans une approche de promotion, prévention, tant en CLSC qu'auprès des milieux éducatifs en petite enfance. Merci. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre colloque. Ma présentation ce matin, je vais d'abord vous parler du partenariat de la santé publique avec le réseau des services de garde montréalais. Ensuite, je vais vous présenter le modèle de soutien qu'on a mis en place pour la gestion de la COVID à Montréal avec les services de garde, suivi de quelques constats épidémiologiques dans les services de garde montréalais. Ensuite, un bloc sur les impacts de la COVID-19 sur le fonctionnement des services de garde et finalement, quelques défis post-pandémie. Donc, notre partenariat avec le réseau des services de garde existe depuis de nombreuses années. La fréquentation d'un service de garde de qualité est un déterminant de la santé inscrit dans notre plan d'action régional de santé publique qui est en cours de développement. Donc, nous déployons des activités de prévention-promotion à l'intention de la clientèle qui fréquente les services de garde. C'est aussi beaucoup à travers le programme IEP qui est soutenu par ma collègue Béatrice Iatoni, donc un programme qui existe depuis 2003 qu'on actualise nos actions. Et ce programme-là est offert seulement en contexte montréalais et implique en fait un partenariat entre les CIUS et les services de garde. Et il vise l'intégration des enfants vivant en contexte de vulnérabilité dans les services de garde et offre un soutien au personnel de ces services de garde-là pour les enfants. Aussi, au fil des ans, la santé publique réalise des travaux de recherche. En fait, c'est moi beaucoup là, qui fait ces travaux de recherche-là et qui montre le rôle essentiel des services de garde pour soutenir le développement des enfants. Et on a été invité aussi à plusieurs reprises à prendre la parole dans des mémoires lors des différentes commissions parlementaires. Donc, quand est arrivée la pandémie en mars 2020, c'était évident pour nous qu'il fallait soutenir les services de garde dans la gestion de la pandémie. Donc, pour ce faire, on a fait un état de situation en avril 2020, donc un mois après l'instauration des services de garde d'urgence. Donc, on se souvient qu'il y avait une obligation gouvernementale d'avoir des services de garde d'urgence. Donc, c'est les CPE et les garderies privées subventionnées qui étaient ouverts. Les services de garde en milieu familial pouvaient être ouverts sur une base volontaire. On avait un fonctionnement au maximum de 30 de la capacité habituelle et c'était offert seulement aux enfants des travailleurs essentiels. Aussi, on a fait des entrevues individuelles avec les représentants des différentes associations, donc CPE, garderies privées subventionnées, privées non subventionnées, les haltes garderies communautaires et le ministère de la Famille. Donc, on voulait savoir quels étaient les défis envisagés pour la réouverture qui était prévue en mai. Donc, on entrevoyait clairement une bascule de la mission éducative à une mission sanitaire. Donc, les préoccupations qu'on recevait, c'était tout travail à faire pour la désinfection, les ratios éducatrices enfants à respecter, les règles pour les arrivées et les départs des enfants, de mettre une personne dédiée pour ça, aussi toute la question de l'isolement du personnel en raison de l'âge ou des facteurs de vulnérabilité et aussi l'approvisionnement en équipement de protection individuelle. Donc, il nous a été communiqué comme attente d'avoir à la santé publique un interlocuteur privilégié
donc dans chacune des directions de santé publique du Québec. Et ça faisait sens pour nous de mettre ce service-là en fonction, en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de services de garde régis à Montréal et en milieux familiaux. Donc, pour répondre aux besoins du milieu, on a mis en place un modèle de soutien à 3 pôles. Donc, le premier pôle de ce modèle-là, c'est une offre de soutien téléphonique, donc une ligne directe avec une boîte vocale qui est disponible aux gestionnaires de 6 à 7 jours semaine. Donc, les gestionnaires qui avaient la responsabilité de gérer une situation de COVID dans leur milieu. Donc, ce soutien-là a été offert par des professionnels de l'équipe périnatalité et petite enfance dans laquelle je suis et Béatrice aussi. Donc, au départ, on n'avait aucune formation en protection et prévention des maladies infectieuses, mais on s'est mis à faire des enquêtes de cas et donner des recommandations. Donc, on est tous de formation, il y a des orthophonistes, psychologues, travailleurs sociaux, on a même un philosophe avec nous. Donc, on a été formés et c'est nous qui avons répondu aux besoins des services de garde. On a aussi développé des outils vulgarisés qui tentaient de ramasser les informations qui étaient éparpillées dans plusieurs documents du ministère de la Famille, du ministère de la Santé, de la CNESST, aussi l'Institut national de santé publique. Donc, les 2 outils qui ont été le plus appréciés par nos partenaires tenaient sur une seule page. Il y en a un qui s'appelait « Quoi faire en attendant la santé publique » parce que quand ils nous appelaient, habituellement, on répondait en dedans, dans la journée même, maximum 12 heures. Donc, pendant qu'ils vivaient l'anxiété, puis tout ça, puis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, que bon, tout ça était résumé sur une page. Et aussi, on avait une arme de décision qu'ils pouvaient utiliser pour savoir comment agir et quoi dire quand un enfant ou un membre du personnel présentait des symptômes de COVID. Donc, on a eu 146 appels en moyenne par semaine et il y a eu une semaine où on a eu 290 appels. Et c'est arrivé, surtout les lundis, on recevait beaucoup d'appels. C'est arrivé qu'on était une vingtaine de professionnels à répondre au téléphone la même journée. Ensuite, on a aussi, deuxième pôle de notre soutien, c'était la mise sur pied d'un comité régional composé de 4 représentants des associations de services de garde et un représentant du ministère, qui était animé par Béatrice et moi. Donc, pour la santé publique, qui travaillait davantage en partenariat avec les centres de la petite enfance avant la pandémie, c'était important de soutenir aussi les autres services de garde parce qu'on sait qu'il y a 70 des enfants à Montréal qui fréquentent les autres services de garde. Donc, dans ce comité-là, il y avait un soutien bidirectionnel, je dirais. On outillait les représentants d'associations pour soutenir leurs membres en lien avec les mesures sanitaires, mais aussi, très important, on se faisait aussi sensibiliser aux enjeux d'applicabilité de certaines mesures sanitaires et ça nous permettait de mieux cibler nos messages et d'atteindre une meilleure pertinence. Donc, on a eu 28 rencontres pendant 2 ans avec ce comité-là et on continue à se réunir encore. Et on a enregistré aussi 4 webconférences dans des moments charnières où la situation était le plus complexe. Donc, avec l'arrivée de nouveaux variants ou quand c'était rendu complexe, là, la gestion en lien avec les statuts vaccinaux, 1 dose, 2 doses, pas de vaccin. Donc, on prenait le temps d'expliquer aux membres des associations toutes nos mesures sanitaires. Et c'était un moment aussi pour dire aux services de garde qu'on savait que c'était difficile pour eux de reconnaître leur effort et les remercier d'être là pour les parents et les enfants. Et finalement, on avait un 3e pôle de soutien et c'était les brigades d'intervenants de première ligne dans les 5 CIUS. Donc, c'était des orthophonistes, travailleurs sociaux, psychoéducatrices. Donc, alors que nous, la santé publique, on s'occupait du volet enquête quand il y avait un cas, les brigades, elles, assuraient un rôle de promotion de prévention en offrant un soutien téléphonique tant pour des enjeux de compréhension des mesures que de santé émotionnelle du personnel en service de garde. Donc, au début de la mise en place des brigades à l'automne 2020, tous les services de garde ont été contactés par téléphone par les brigades. On a reçu la liste même des milieux familiaux de la part du ministère de la Famille. Donc, et après ça, quand on a aussi fait des téléphones en lien avec la vaccination. Donc, les services de garde sur le terrain nous connaissaient très bien.
On avait aussi, je pourrais dire, un quatrième pôle qui était un système de monitorage, en fait, qui nous permettait de colliger beaucoup d'informations qu'on recevait quand les gens nous appelaient. Donc, ce système-là est basé sur la déclaration à l'équipe des cas confirmés ayant été dans le milieu en période de contagiosité. Donc, ça, on avait ça soit parce que le service de garde appelait et disait « j'ai un cas » ou alors on recevait un résultat du laboratoire de santé publique et là, on savait que cet enfant-là fréquentait tel service de garde, donc on appelait. Et ces données-là étaient partagées hebdomadairement avec les membres du comité régional afin qu'ils puissent prendre le pouls en temps réel de la situation épidémiologique dans leur milieu. Donc, on était capable d'envoyer un petit tableau à chaque semaine pour dire dans quel type de milieu étaient les éclosions. Est-ce que ça touchait plus des enfants ou des membres du personnel? Donc, à l'aide de ce monitorage-là, je peux vous présenter le portrait épidémiologique de mai 2020 à janvier 2022. Donc, vous voyez la courbe orange, c'est les cas enfants. Et la grise plus bas, c'est les membres du personnel. Donc, on voit que la COVID a touché davantage des enfants dans les services de garde, ce qui n'est pas surprenant étant donné vaccination et part des épis. Il y a quand même eu des moments forts, janvier-février 2021 ou septembre 2021, et vous voyez novembre, Omicron, ou même pour les adultes, il y a vraiment eu une explosion. Là, vous voyez que ça coupe drastiquement là, en janvier, et c'est juste parce qu'on a cessé, en fait, le gouvernement a dit que les services de garde, les écoles, tout ça, devaient maintenant gérer eux-mêmes la COVID. Donc, on a arrêté dans notre équipe de faire les enquêtes. Sur cette diapositive-là, ce qui est intéressant, c'est le pourcentage des éclosions selon leur taille. Donc, vous voyez que 71 des éclosions avaient moins de 5 cas et aussi 23 de tous les cas de COVID-19 dans les services de garde montréalais ont une acquisition probable dans le milieu. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui croyaient que j'envoie mon enfant en service de garde, puis c'est là qu'il attrape la COVID, mais on s'est rendu compte par des analyses poussées là, sur des chaînes de transmission que les enfants attrapaient davantage la COVID, enfants ou membres du personnel, dans la communauté que dans le service de garde. Autre information intéressante aussi, il y a eu 251 fermetures temporaires de services de garde à cause d'une situation de COVID-19. Donc, 29 suite à une recommandation de la santé publique et 67 par l'initiative de services de garde. Donc, quand il y avait une fermeture par la santé publique, c'était pour un minimum de 7 jours et la décision était basée sur en fait, une combinaison de plusieurs critères, donc des critères épidémiologiques. On regardait aussi le niveau de compréhension et d'applicabilité des mesures dans le milieu et aussi le niveau de collaboration de l'équipe de gestion. Donc, tout ce qui était pénurie de personnel, l'anxiété qui était générée par la situation, la pression qui nous était communiquée, là, que les parents ne pouvaient pas être considérés comme un motif pour fermer les services de garde. Et au comité régional, les représentants des associations nous ont dit que c'était difficile pour certains gestionnaires parce que, comme ils disaient, la gestionnaire qui lit tous les documents, qui est à jour sur les mesures, puis qui fait vraiment bien son travail, et puis qui se retrouve avec une éclosion, ça se peut qu'on ne ferme pas son milieu parce qu'elle est trop bonne. T'sais. Et l'autre qui est négligent à côté, là, c'est comme 7 jours de congé, on s'en va tout le monde se reposer. Donc ça, on l'a entendu et ça a été un irritant. Qu'est-ce qu'on retient du portrait épidémiologique? Donc, au cours des différentes vagues, les milieux de garde sont restés proportionnellement moins touchés par les éclosions que les autres milieux. Donc, par exemple, en date du 14 décembre, au moment où il y avait Omicron, les milieux de garde représentaient 13 des milieux en éclosion, comparativement aux écoles qui représentaient 45 des milieux en éclosion. Il y a différentes hypothèses. Enfants moins susceptibles d'être contagieux,
enfants moins testés si asymptomatiques, bonne implantation des mesures sanitaires et intervention précoce dans le milieu. On peut peut-être penser que notre système de réponse téléphonique était bon et que les services de garde nous appelaient là, dès qu'il y avait un cas. Maintenant, je vais passer à mon bloc sur les impacts de la COVID-19 sur le fonctionnement des services de garde. Je tiens à dire que tout ce qui est écrit là est tiré des comptes rendus du Comité régional de services de garde, des bulletins d'information COVID-19 du ministère de la Famille et de nos notes d'intervention lors des appels et les notes des brigades. Et c'est du contenu qui a été validé avec le comité régional. Donc, concernant le premier point, la pénurie de personnel, on peut dire que la charge de travail des gestionnaires, lorsqu'un cas est survenu dans leur service de garde, a été considérable. Celle-ci devait informer le ministère de la Famille, la santé publique, ensuite collaborer à l'identification de tous les contacts à risque liés au cas, transmettre des consignes d'isolement qui se sont complexifiées avec les variants et les statuts vaccinaux. Donc, la gestion d'une éclosion de 5 cas pouvait générer environ 10 appels juste avec nous en santé publique. Là, en plus, il y avait toute la communication à faire aux parents pour la gestionnaire et aux membres du personnel. Donc, il y a des gestionnaires qui ont eu à s'adapter pour prendre en charge les groupes d'enfants, faire à manger, visiter le service de garde le soir pour des futures admissions. On nous a parlé aussi de tensions entre les membres du personnel qui étaient non vaccinés et qui se retrouvaient en isolement, encore, entre guillemets, en congé, tandis que les vaccinés restaient au travail. Ensuite, ça a diminué les moments d'échange avec les parents, puis beaucoup augmenté les tensions parce que les gestionnaires avaient à gérer quotidiennement les mesures sanitaires avec les parents, donc demander questionnaire de symptômes tous les matins, empêcher les parents de rentrer, demander aux parents de ramener un enfant à la maison pour observation de 24 heures pour un lit qui coule. Donc ça a été vraiment difficile. Puis il y a eu aussi un très fort sentiment d'impuissance du personnel de service de garde qui nous a été communiqué face à des parents qui amenaient leur enfant au service de garde alors qu'ils devaient être en isolement et qui n'avaient aucun recours légal qui était possible à cet égard-là. Concernant le troisième point, on peut dire que les gestionnaires aussi ont consacré un temps considérable. On nous a dit que c'était en moyenne 2 heures par semaine pour s'approprier les fréquentes communications qui provenaient simultanément de différentes instances gouvernementales et qui soit amenaient des informations contradictoires, même des fois des erreurs. Et aussi l'usage des termes, telle mesure sanitaire, c'est obligatoire versus c'est recommandé. Tout ça, ça créait beaucoup de confusion et de chicane sur le terrain, surtout avec le personnel qui était réfractaire aux consignes sanitaires. Et finalement, le quatrième point, plusieurs enfants ont vécu de multiples interruptions de services pour des raisons diverses, évidemment, test positif à la COVID, par exemple, et cela a nuit à leur développement et affecté leur fonctionnement. Il y a une enquête de l'ISQ qui a montré que au moment de l'enquête, 29 des enfants, dans les 4 semaines au moment où 4 semaines précédant l'enquête, avaient été absents du service de garde. Il y a aussi les masques transparents qui étaient revendiqués par de nombreux spécialistes du développement et qui ont été distribués par le ministère de la Famille à l'ensemble des services de garde, et ça au printemps 2021, à l'exception des haltes garderies. Donc, ça, c'était jugé vraiment inconfortable pour être porté en tout temps. Et on dit sur le terrain là, que ça a vraiment eu un impact négatif sur le développement langagier. J'en profite pour dire aussi que les haltes garderies communautaires n'ont pas bénéficié du même soutien que les autres types de services de garde pour gérer la pandémie dans leur milieu. Ils ont été exclus de la distribution des équipements de protection par le ministère de la Famille. Le délai pour obtenir des consignes ajustées aux particularités de ce milieu-là, ça a été long. Et finalement, les éducatrices étaient non reconnues prioritaires pour la vaccination au moment où les éducatrices des autres services de garde l'étaient. En complément à ce que je viens de vous dire, je voulais aussi vous présenter les résultats de l'étude de séroprévalence de Kate Zinzer à laquelle j'ai collaboré. Donc, une étude de séroprévalence, ça permet d'estimer combien d'enfants ont été affectés par le virus à l'aide d'un test sanguin.
Donc, je ne vais pas vous présenter les résultats de séroprévalence, mais si jamais ça vous intéresse, il y a une diapositive à la fin de mon PowerPoint. Je vous en parle là parce qu'il y avait un volet sur les impacts sur la santé émotionnelle du personnel des CPE. Donc, chez le personnel des CPE, environ 64 des répondants exprimaient de la frustration par rapport à la perception publique de leur travail et environ 35 étaient très à sévèrement frustrés par la perception publique de leur travail. Cette semaine, quand j'ai rencontré le comité régional, je leur ai demandé à quoi ça référait, perception publique. Puis on m'a dit qu'il y a vraiment eu un manque de reconnaissance du gouvernement à l'égard du travail des éducatrices en temps de pandémie. C'est le seul réseau qui, avec le réseau des services de garde, est resté ouvert. Il n'y a pas eu de prime pour les éducatrices, de prime COVID, et on n'a jamais nommé à quel point c'était un effort physique de travailler masqué avec les enfants dans un environnement très bruyant. Donc, je poursuis sur les résultats. 49 géraient bien le stress quotidien associé à leur travail, tandis que 7 n'y arrivaient pas ou peu. Et 14 étaient épuisés, épuisement professionnel ou burn-out par leur travail. Donc, en prévision de la présentation d'aujourd'hui, on a sondé les intervenantes IEP sur les défis qu'elles percevaient dans leur travail en lien avec les services de garde et le soutien aux enfants. Et ce portrait-là a été aussi présenté aux représentants des associations cette semaine. Donc, certains services de garde n'étaient pas en mesure de recevoir les intervenantes du CLSC pendant la pandémie pour assurer le soutien auprès des enfants suivis. Les listes d'attente se sont allongées. Des enfants de familles vulnérables ne sont jamais revenus en service de garde ou halte garderie communautaire après le confinement. Les enfants ayant des besoins de soutien particuliers ont moins de chances actuellement d'obtenir une place en service de garde à cause de l'épuisement et la pénurie de personnel. Donc, il y a beaucoup de refus présentement. Après 2 ans de pandémie, on relève chez les enfants des enjeux dans l'attachement, le langage, la socialisation, le comportement, l'autonomie et la motricité. Mais je dirais que ce qui préoccupe le plus, c'est le langage. Et on observe une baisse du taux d'occupation des places protocoles à Montréal au cours des 3 dernières années. Donc, ceux qui ne sont pas familiers, là, les places protocoles, c'est des ententes qui permettent à un enfant vulnérable qui a un suivi dans un CIUS d'avoir accès à une place privilégiée en service de garde. Et finalement, le personnel de certains services de garde est interpellé par la problématique en hausse de la violence conjugale. On nous a dit que dans un quartier à Montréal, on a demandé aux intervenantes des CIUS de venir mettre des affiches dans les services de garde en lien avec la violence conjugale pour obtenir du soutien. En conclusion, donc, je n'ai pas osé l'écrire, mais bon, la pandémie, elle n'est pas terminée. Il va y avoir encore d'autres vagues et beaucoup d'adaptations pour les services de garde. Le modèle de soutien à 3 pôles a permis et permet encore un ancrage essentiel avec les acteurs pour garder un équilibre entre la gestion du risque lié à la pandémie et la gestion de ses impacts psychosociaux. Le réseau des services de garde nous a témoigné que l'engagement de notre équipe a contribué à rassurer les gestionnaires dans leur prise de décision et a salué la qualité et la pertinence des outils produits. Comme je le disais tantôt, on travaille encore avec le comité régional, on est très, très près d'eux et on va continuer dans les années à venir de tirer profit de ce partenariat-là. Le poids de la fatigue pandémique est omniprésent dans le réseau actuellement. L'heure est au bilan pour tirer des leçons et ajuster nos interventions de prévention. On refait un état de situation actuellement avec nos partenaires et on se préoccupe beaucoup de redonner une place aux parents dans le service de garde. Ça, c'est vraiment, ça nous est communiqué qu'il faut penser les mesures maintenant pour laisser entrer les parents. Et les résultats du cycle 3 de l'enquête québécoise du développement de l'enfant à la maternelle et l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle apporteront un éclairage essentiel sur les impacts de la pandémie et permettront d'animer une démarche collective de réflexion sur les actions à prioriser. Donc, ces résultats-là sont à venir en 2023. Et ça va être intéressant parce que, comme je vous dis, cycle 3, il y a eu des enquêtes en 2012, en 2017, et là, on va avoir un 3e cycle, puis qu'on va vraiment pouvoir
comparer les années. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien là, l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire, ça permet de documenter où les enfants sont allés, dans quel type de service de garde, quand est-ce qu'il y a eu des arrêts, combien d'heures par semaine, tout ça. Donc, c'est vraiment, ça va être vraiment une mine d'or pour nous pour soutenir la réflexion dans les prochaines années. Alors, voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et si jamais je ne suis pas en mesure de répondre à toutes vos questions dans les 5 prochaines minutes, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou si jamais vous avez des questions sur le programme d'intervention éducative précoce, vous pouvez écrire à ma collègue Béatrice Iatoni. Merci beaucoup, Isabelle. C'était vraiment extrêmement intéressant, très riche comme présentation. C'est d'ailleurs très intéressant parce que tu as réussi à croiser des données de plusieurs sources qui ajoutent à l'information, qui enrichissent l'information et qui vont probablement se croiser beaucoup avec d'autres présentations qui vont avoir lieu aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je vais te parler un peu de la tâche que ça amenait chez les employeurs, là, des centres de la petite enfance. Est-ce que tu peux nous revenir un peu là-dessus? Parce que nous, on est en train de faire des entrevues et on voit que c'est une très grande charge de travail. Donc, en plus, bon, on sait, ils ont perdu, je vais revenir tantôt avec ça, là, mais ils ont perdu leur aide, tout ça. Donc, est-ce que tu as des données, tu as d'autres informations à nous dire là, au niveau de la charge que ça a pu entraîner sur les directrices, entre autres, des centres de la petite enfance ou des milieux éducatifs de services de garde à l'enfance? Moi, je serais intéressée à en apprendre davantage là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres études aussi à venir là, sur ces impacts-là, à étudier ces impacts sur le travail de ces directrices-là, de ces directions? En fait, c'est sûr que ce que j'ai présenté, c'était un croisement là, de ce qui est dit par les représentants d'associations, par les bulletins du ministère de la Famille, puis nos observations là, quand on recevait les appels téléphoniques. Puis en fait, ce que je disais, c'est que quand il y avait un cas de COVID, ça exigeait vraiment beaucoup d'aller-retour, de communication, puis tout ça, qu'il y avait eu aussi beaucoup des tensions des fois avec les membres du personnel qui étaient réfractaires aux mesures sanitaires et la santé publique, des fois, ne voulait pas nécessairement dire que telle mesure était obligatoire, donc laissait comme un flou et ça n'aidait pas du tout les directrices. Et je dirais qu'en ce moment, comme c'est sûr que nous, on n'étudie pas, là, on ne va pas faire une recherche sur ce type d'impact-là, c'est vraiment ce qu'on retire du terrain. Mais mes collègues actuellement font des entrevues pour voir comment on va continuer à soutenir les services de garde pour la COVID, mais aussi toutes les autres maladies infectieuses dans les services de garde. Et c'est sûr que en faisant ces entrevues-là, ça ressort à quel point ça a été vraiment difficile pour les gestionnaires et ça reste encore difficile. Là. On le sait que là, on va enlever le masque. C'est pas dit qu'il va falloir pas le remettre à un moment donné. On ne le sait pas. Donc, mais c'est ça. Je dirais qu'on est quand même avec notre comité régional toujours bien ancré avec la réalité terrain. Bien, justement, moi, je trouve que les résultats épidémiologiques sont fort intéressants. Puis, est-ce que je trouve que dans les médias, souvent, c'est pas assez diffusé, ces résultats-là. Est-ce que vous avez parce que souvent, la direction de la santé publique nous diffuse, etc. Là, j'ai pas vu, moi, présentement, dans les médias, des résultats épidémiologiques en lien avec la santé des enfants, là, parce que là, on voit là, que finalement, la vaccination a quand même des impacts très positifs. Bon, on voit que finalement, que puis on voit aussi les aspects les plus néfastes de la COVID, là, mais on voit, je trouve ça important de faire ressortir ces aspects-là épidémiologiques. Je trouve qu'on ne le voit pas là, présentement. Est-ce que vous avez quelque chose, une activité de prévue ou de la publicité ou de la diffusion prévue? En fait, notre système de monitorage, c'était basé sur les appels qu'on avait des services de garde ou alors si on recevait un cas de COVID du laboratoire, on appelait le service de garde. Mais
sais, des fois, le service de garde, rarement, là, je dirais, mais des fois, on ne le rejoignait pas. Donc, c'est un outil maison. Donc, on ne peut pas vraiment aller dans les médias avec ça, là. C'est comme il y a des imperfections, je dirais. Par contre, à la fin de mon diaporama, puis là, je ne veux pas me le remettre, là, parce que je sais que le temps file, mais il y a des données sur, tantôt, je disais la séroprévalence, là, l'étude de Kate Zinzer, et ça, vous pouvez utiliser ces données-là. Et je sais que Kate Zinzer, aujourd'hui, présente dans un autre colloque, et ça montre la séroprévalence chez les enfants et chez les membres du personnel, et ça montre vraiment qu'il y avait de moins de cas de COVID dans les services de garde que dans les milieux scolaires. Donc ça, mon PowerPoint va être rendu disponible. Dans le PowerPoint, Isabelle a mis aussi des ajouts puis ses références, donc ça va être intéressant là, pour compléter. Il y avait une dernière petite chose que je voulais dire, c'est que j'ai mis une diapositive à la fin aussi. C'est une enquête qui a été faite par l'Institut de la statistique du Québec sur la fréquentation des services de garde en temps de pandémie. Et il y a 16% des enfants qui ne sont jamais revenus là, après la fermeture en 2020, qui ne sont jamais revenus dans leur service de garde. Et ils évoquent les raisons. Tu sais, il y a eu des fermetures, les parents qui voulaient garder les enfants à la maison. Donc, je la trouve intéressante, cette diapositive-là. Puis en complément à ces informations-là, à la santé publique, il y a eu d'autres présentations à l'ACFAS en lien davantage avec la situation épidémiologique, plus spécifiquement, là, notamment hier. Donc, ces présentations-là seront aussi disponibles sur le site de l'ACFAS. Là. Il y a eu entre autres Catherine D qui a fait une présentation. Et il y en a eu 2 autres, dont là, Isabelle, si tu peux compléter, parce que là, moi, ça m'échappe. Mais donc, en termes épidémiologiques, il y a d'autres informations qui, également, dans l'ACFAS, sont disponibles. J'ai vu aussi, il me semble, à la fin, dans ton PowerPoint, Isabelle, que tu avais mis une référence à une publication sur le modèle à 3 pôles. Oui, oui. Est-ce que c'est un article ou c'est… Oui, c'est un article qui a paru dans la Revue canadienne de santé publique. Et on a analysé, en fait, la portée de notre modèle montréalais auprès des services de garde. Donc, à partir des principes de la Charte d'Ottawa et d'un modèle de résilience communautaire de l'Institut national de santé publique.